sont originaires de la région de Benvar, de la région des montagnes de Tataouine, de Mednine ou tout ça. Eh bien, c'est tout à fait impératif parce que nous sommes, avec cette région-là, une zone stratégique. On n'avait pas de coupure. Preuve en est, même au niveau fiscal, on parlait de Chiour al-Araf. L'Araf, c'est toute cette région de sud-est. Et parlons aussi de l'intercommunautaire. Ce monsieur qui a ses dattiers, que moi je viens travailler les dattiers pendant la saison des dattiers, que je rentre et je le vends en allant, mon souffle, ma laine, je le vends mes bêtes et tout ça, qu'on va faire, il me donne du foin, il me donne des datches d'air pour nourrir mes bêtes et pour nourrir ma famille, tout ça. Une synergie intéressante que après elle avait beaucoup de lectures. Mais, et je trouve vraiment que Karim, il prend ça au sérieux. C'est cette délimitation qu'on présente et qu'on est en train de massacrer l'espace, le paysage avec ses murs, ses barreaux, ces choses vraiment qui ne sont pas dans notre espace, ni visuel, ni traditionnel. Je vous raconte quelque chose d'historique dans l'histoire de la Tunisie. C'est que Youssef Dey, dans le XVIIe siècle, avait une veille un peu intéressante. Ses consultants sont venus lui dire, cher Bey, vous avez toutes les richesses qui arrivent à votre Beylikiya, votre État, qui vient par deux voies qui sont contrôlées par des chiites. Il dit des chiites, mais on n'a pas de chiites chez nous. Et c'était intéressant de le comprendre. Et bien il a dit c'est qui? Il lui disait, ses consultants, il lui dit qu'il s'agit des Jraba, des Ibadites, parce que c'est la voie maritime. Jerba, c'est la portail d'Orient pour l'Afrique du Nord. Tout produit qui vient de l'Alexandrie, de Tripoli, de Damas, de quoi que ce soit comme ville, vient via Jerba. C'est pour ça que Marsa Souk est composé de 35 caravansérails. On n'est pas une zone touristique aujourd'hui, hein. C'est pas une zone touristique des années 60. On est une zone touristique déjà il y a 12 000 ans qu'on est dans notre mémoire. Et la deuxième partie, c'est qu'ils sont les Bnimza. Dans cette mémoire, on trouvait la partie sur l'identité et l'insularité. Eh bien, il a invité ces gens-là, il leur disait, Jibouli Melekom, ramenez-moi votre roi. Ben, ils leur dit, on n'a pas de roi. Nous sommes un bandit, un groupe de vieux, qu'on fait notre agriculture le matin, à midi, quand il appelle à la prière, on porte notre tenue blanche et on aille à la mosquée, on prie, et après on fait nos tâches communautaires, comme une association. On fait nos tâches, elle est juriste, elle est comptable, elle est avocate, et ainsi de suite. Et après, quand quand on a la deuxième prière de la journée, nous rentrons prendre soin aussi de nos vergers. On prend nos bêtes et on va faire le petit shepherd, le petit berger. Et bien, ils étaient invités au palais de l'Qasba. Je vous raconte ça parce que c'est important de le lier avec ça. Et bien, ils sont invités. L'après-midi, le roi leur donnait d'aller au Qsar Jnen, qu'on appelle aujourd'hui le Bardo. En allant de la Qasba vers Bardo, tout le peuple était avec le bey, félicitant le grand bey hanafite, sunnite, qui va détruire et finaliser, tuer tous les chiites de Jerba et nous libérer. Ils marchaient derrière la carrosserie royale en arrivant dans le palais. C'était documenté dans l'archive nationale. Hein. Ils arrivent, le roi et le mufti des Hanafites et le mufti des Sunnites, ils étaient à la grande réception, ils attendaient ces 6 vieux. Oui, non, ils sont hauts, ils sont hauts, ils sont hauts. Eh bien, ils sont venus en retard. Tout le monde a dit, ah, ils avaient petites mots, ils n'avaient pas vraiment ils ont du tort dans leur vie. Mais, le bey leur disait que, pourquoi vous êtes venus en retard? Il dit, comment peut-on marcher sur un roi qui détruit le bien de son peuple? Moi, je détruis le bien de mon peuple, comment vous dites ça? Ils disent, en allant sur votre carrosserie, tout le monde vous suivez et détruisez toutes les petites plantations et les terres juste à côté des petites parcelles, de petites ruelles. Il dit, mais comment on va faire alors? Il dit, nous, vous savez, à Jerba, on ne passe pas dans une terre parce qu'on sait qu'il n'y a même pas de délimitation, mais on sait que ça appartient à personne. Vous voyez, des murs invisibles, il n'y avait pas de murs. L'espace était ouvert. Et c'est un archive important pour voir le paysage, l'urbanisme d'aujourd'hui sur l'île. Eh bien, il dit, nous partons sur les côtés. Les côtés, le Tabia, les Gmir, on partait sur les petites parcelles que si madame a fait
a enterré ses lentilles pour qu'il pousse cette année, il n'a pas plu. L'année prochaine, quand il va pleuvoir, il va avoir ses récoltes de lentilles, il n'a pas le droit de marcher sur cette terre. Et de là, c'est vraiment une preuve que pour aujourd'hui, parlant d'urbanisme, parlant de décideurs, parlant de municipalités, qui sont toujours comme ça. Ah, on a un Kinesh, on n'a pas trouvé de solution pour avoir la meilleure solution. Les gens veulent bâtir des murs et nous, on ne trouve pas de solution. Ben, on a de l'histoire, on a des livres qui racontent ces propositions, qui nous fait pousser, qui nous met le doigt sur la problématique et sur la solution aussi. Djerba, on avait des tables qui étaient des micro-organismes, des îlots d'habitation d'animaux, de faune et de flore. Et même, vous avez tous passé par un menzel abandonné. Vous avez trouvé que tous les oliviers et les plantes qui sont à côté des tabias sont mieux sauvés parce que les tabias sauvegardent un peu un microclimat. Et bien une petite humidité. Et c'est notre paysage. Aujourd'hui, je vois Midoun défiguré avec des murs, Cédrienne défiguré par des murs, Chat défiguré par des habitations. On a quelque chose de très important, la propriété, la notion de la propriété. Même l'État, quand elle s'approprie un endroit, n'a pas le droit de détruire. L'Al-Hadriya, c'est la seule mémoire de Djerbien pour une zone réelle de... شسمها البلاصة هذيك؟ شو نقولوا لها بالحضرية؟ لا ساقي قبلها هي الحومة هذيك شو اسمها؟ Tezdeïn, c'est là où nos ancêtres ils ont commencé à vivre. C'est là où poussent les dattiers d'une manière naturelle et génétique. Et c'est un Éden génétique des animaux. Et on va installer. On a suffisamment, 30 km de zone touristique, c'est bon. 30 km de zone touristique. Laissez une petite parcelle de vie, merde. C'est vraiment pas politique, c'est humain, c'est important de le mentionner. Et c'est pour ça que Tezdeïn, en fait, elle est bâtie, nous, à Djerba, les berbérophones disent dattier, ils disent tarlet, ou tini. Tandis que les berbères de la région Jbeli, dans la région de Douiret et tout, ils disent Tezdeïn, Tezdeïn, groupe de dattier. Et bien c'est là, c'est Mohamed, quand l'homme a commencé à vivre sur les deux. On a commencé par les côtes, parce que sur les côtes, on avait la petite source d'eau qu'on appelle les hassi, c'est les bir, les bira, c'est qu'on peut faire dans une journée une petite pluie d'eau qui peut nous suffire pour 6 mois ou 20 ans, on ne sait pas. Et de là, je reprends vers Karim. Tu vois, moi je dis à chaque fois que tu parles, tu m'ouvres un sujet de conversation. On est là. Alors je vais prendre ton premier sujet, tu avais parlé de paradis, et une chose que les Tunisiens ne savent pas, vous connaissez la toison d'or. On en parle, l'ami français. Il a parlé de l'ordre de la toison d'or, qui est une ordre qui date du XVIe siècle. Mais la toison d'or, les gens ne savent pas que c'est le golfe de Bokhara. C'est à Djerba. Personne ne le sait. Et qu'est-ce que c'est que ce golfe de... Cette toison d'or, c'est quoi? Il faut revenir au mythe de Jason. Alors, le mythe de Jason, dans l'éducation américaine, on vous l'enseigne. Hein. En France, on vous l'enseigne. En Tunisie, on ne vous l'enseigne pas, mais Jason, c'est... Parce qu'il est grec, alors... Mais c'est un... Grec, il faut savoir, grec, c'était la langue qu'on pratiquait à l'époque. En Afrique du Nord. À l'époque, on pratiquait le grec. C'est-à-dire que Djerba pratiquait le grec. Il reste quelques racines, quelques mots encore du grec ancien. Mais ce qui s'est passé, c'est que la Grèce a ramassé toute cette histoire de la Grèce. Et elle a dit, ça m'appartient. Aussi bien que pour Hercule, qui n'est autre que Héraclès, qui est le mineur de Gafsa, que Ulysse. Bon, et Jason est le cousin d'Ulysse. Alors, qui c'est ce Jason? Jason est un pêcheur qui va à la pêche et il découvre l'immortalité. Alors, c'est quoi cette immortalité? Il rentre dans une baie, il est noyé de poissons. Il n'arrive plus à s'en sortir. Les poissons sont dans la barque. Donc, il découvre l'immortalité. L'immortalité, dans les mythes grecs, c'est-à-dire la survie. C'est la vie. La vie ne meurt jamais. Donc, ce col de Bokhara, c'était pour décrire, c'est plein de poissons, c'est plein d'oiseaux. Et les anciens qui connaissent savent très bien combien cet endroit était fabuleux d'oiseaux. Il n'y a pas longtemps encore, hein, il y a une trentaine, quarantaine d'années. Trentaine d'années, c'était plein d'oiseaux et plein de poissons. C'est là où se reproduisent tous les poissons la pépinière de la mer Méditerranée. Du golfe de Calais. On vous dit qu'il y a plus de poissons à Djerba
Mais ils ont mis une qantra. Et ça a détruit. Ils ont mis une qantra. Ils n'ont même pas mis des ouvertures pour laisser il n'y a qu'une seule ouverture et les pêcheurs sont là. Et en fait, la femelle, elle vient, elle pond, elle repart, mais Mais on la cache avant de pondre. En fait, on détruit la faune. Et en fait, je reviens à Jason. Jason a découvert l'immortalité parce qu'il est dans ce lieu du golfe de Bourara qu'en français, on appelle la mer de Triton. La mer de Triton, qui n'est autre que donc... voilà. Donc vous voyez que dans cette solitude entre le désert et la grande mer, il y a ce miracle, ce paradis de Jason, où les gens ne meurent jamais, où la vie ne meurt jamais. Et voilà. Tu as dit plein de choses et tout inspire. Oui, mais pour rappeler quelque chose d'intéressant pour l'insulaire, sur mes recherches, j'ai trouvé quelque chose d'important auprès d'une mamie qui est tante à ma mère, enfin, qui est la tante à ma grand-mère, Allah yarhamha. Et cette mamie m'a dit quelque chose en berbère qui m'était un peu fascinant. C'est que nous, sermons, c'est le sel. C'est que le serment des gens de l'île est différent du serment des autres. Pourquoi? En fait, ce lien corporel, physique, paysage, géographique, très tranché par la mer, même si c'est 7 km, mais c'est 7 km palpables seulement dans la région de Égypte ou de la région de la Gantra-Minanx. Sinon, si vous êtes à Galala, vous voyez très loin le continent. On est presque plus loin de Qarqna. Non, pas plus loin de Qarqna. Oui, pas plus loin de Qarqna. Mais l'insulaire était vraiment important parce que, comme le chaussée romain, on va parler que nos ancêtres utilisaient par exemple des parcours comme Tariq Jmal, qui est dans la région de Terbella, où les gens traversaient dans la marée basse à dos dromadaire et seulement ils avaient besoin de prendre soin dans l'Oued l'Ekbir, qui est la rivière courant d'eau qui traverse la région. Mais le serment de sel, c'était un très important thématique qui m'a proposé mes recherches en anthropologie qui se basent sur l'identité, l'identification et les process d'identité. Parce que si on va voir que la mémoire fait partie de référence d'identité, on est ce qu'on est comme mémoire. Les Djerbiens ne le sont que leur mémoire. Les Djerbiens sont leur mémoire vivante et leur mémoire cachée. C'est intéressant de tracer que dans Djerba, on est une communauté composée de plusieurs communautés. Dans chaque famille, on a cette histoire qui dit oui, mais vraiment, on est Djerba. Mais on vient de Yémen. Mais on vient de Traoui. On va citer chaque fois une Traoui. Mais c'est ça l'identité la plus importante que je vois. Parce que, vous êtes tous pareils dans cette opinion, que personne n'est né de la terre. C'est une identité gagnée par amour identitaire. C'est un process qui pousse l'identité à être réalisée et être convaincante même pour la personne elle-même. Même si elle trouve dans son genèse, dans son mémoire familiale qu'elle vient d'autres que Djerba, mais elle veut toujours l'être. Preuve en est le fameux proverbe qu'on dit, une personne qui vient à Djerba, il pleure, parce que c'est Djerba, c'est petit, c'est dans le sud, il n'y a rien. Nejet est venu fraîchement diplômé de sa doctorat en pharmacie, dans une quête de créer une famille, mais dans ses rêves, c'était d'avoir une pharmacie Filmenza, pas ici. Et après, elle a créé toute une vie. Et là qui je trouve? Moi. Je trouve c'était Nejet qui m'a ramené, qui m'a dit Wallah, namshi ma'ak, et on fait ça, et on fait ça. C'est elle la personne la plus motivée pour travailler pour la région de Midnou, la région de Djerba. Étant la personne toujours fière de dire je suis de Hajj Ba'ayoun, j'ai une famille là-bas, mais j'ai ma famille à Djerba. Et c'est de là qu'on parle d'une belle identité à Djerba. Djerba, c'était. Et c'est pour ça, mon grand-père, Cheikh Zaydoun, ما يفدلكش بالعربية. كلمة اختيار كلمة جنة ماهوش هو اختيار في نسق ديني، ونعرف حتى في الشعر الاختيار الصور القرآنية مش سهلة. ولا تعتق الرقاب معناتها كي تتعتق تمشي تفصع جيغات معناتها تخش عليها الجنة موجودة على الأرض. هذه هي العدن المفقودة فهمت. Et c'est intéressant de dire que l'île, dans cette identité insulaire, a créé une synergie interne, des process d'intégration interne,
qu'on trouve, qui commence par le khmesa et qui finit par le munesba, ntnesbu. كيفاش نقولوها بالفرنسي؟ المصاهرة. C'est que مثلا je marie mon fils à votre fille et vous mariez votre... Échange pas. On va dire ça. Seulement pour faire finir avec... J'aimerais que Karim parle, parce qu'il est intéressant ce monsieur. Je vais vous rappeler quelque chose de très important qui s'est avéré... J'écoute donc je gagne. C'est très très important que dans la mémoire de Djerba, on a quelque chose qu'on appelle la traite de Xim. C'est un acte politique et religieux qui s'est arrivé à Djerba. C'était le Khissam, c'était le débat qui est devenu une petite guerre, qui s'est installée une guerre entre les Mestewa et les Nokar et les Wahhab. Et ça a commencé cette guerre vraiment qui ne va jamais finir. Et bien un monsieur vieux dans cette assemblée de vieux, il dit quelque chose de très simple. Il dit arrêtons ça, on va avoir une traite, une retraite de 30 ans. Et sur ces 30 ans, même le mahjma. Le mahjma, c'est un petit instrument, un petit couteau comme ça, qu'on utilise pour couper la tête de palmier pour avoir resilé après le jeu. Il dit même ce petit couteau doit rester dans les réserves. Ça veut dire qu'il va rester impérativement dans la campagne, on ne rentre pas avec les épées chez soi. Et pendant cette trentaine d'années, son fils se marie avec ma sœur, mais hélas, c'est Ben Ma'amar qui va s'installer à Sadriye. Et on va créer un menzel de Ben Ma'amar à Sadriye. Et on va faire comme ça. Fourti qui sort de Mahboubiyin, de leur région traditionnelle, qui vont s'installer à Soug, et ainsi de suite. Et ça crée sur 30 ans 2 générations. Et si je porte l'épée contre ce monsieur-là, en fait, il s'agit d'un cousin à ma grand-mère. Et de là, on a affaibli tout ce que sont les process négatifs de l'identification et de l'identité. Et ça crée vraiment une harmonisation sur le site, sur le Djerba, comme tissu social, pour presque plus que 500 ans. Et très intéressant à revenir. À vous, Karim, parle-nous de détails des livres. Parce que moi, je le trouve un recueil. Il ne s'agit pas d'un livre. S'il vous plaît. On voudrait qu'on parle un peu sur l'outrage. L'outrage, le titre il est très important. Outrage ou l'autophage. Beaucoup de gens pensent, c'est quoi l'outrage? L'outrage, en grosso modo, l'outrage, c'est le tourisme. C'est tous nos problèmes factuels, ça veut dire les tonnes de plastique, les employés qui viennent du continent, la surpopulation de Djerba, c'est à cause de cette politique de tourisme. Ce n'est pas des touristes. Hein. Oui, mais attends, si vous avez un État qui contrôle et qui met des lois et qui met des pénalités, c'est-à-dire que vous, Parisiens, c'est l'État qui a commencé, qui a décidé de faire le tourisme, d'aller vers le tourisme. Mais pourquoi, excuse-moi, pourquoi est-ce que vous, Parisiens, vous m'imposez votre pari sur Djerba? Moi, je suis à Djerba, on doit s'imposer avec les lois de Djerba. On parle de l'outrage. C'est ce que je suis en train de te dire, c'est que Djerba doit défendre son système. Si tu roules à 120 à Paris, parce que c'est normal que tu as un ring, mais ici, vous savez que jusqu'aux années 70, on ne pouvait pas rouler à plus de 60 à l'heure. Oui, mais vous trouvez que c'est normal qu'il n'y a pas de feu rouge jusqu'à maintenant? Mais on ne veut pas de feu rouge. Non, mais c'est ça. Oui, c'est ça la complexité des choses. Si on veut que Djerba devient comme la Sicile ou que devient comme une très grande île touristique, il faut appliquer les lois de l'Espagne et les lois de... En fait, il faut protéger les lois de Djerba. C'est pour ça que... Attendez, excusez-moi. Le projet d'aujourd'hui, c'est justement de vous expliquer cette particularité de Djerba. Qu'est-ce qu'elle a d'origine? D'accord, excusez-moi.